Bonjour à toutes et à tous, chères investisseuses, investisseurs CLF, pour ce point de marché du 19-20 novembre 2023. Alors, ça va être un point de marché qui sera assez contrariant, puisqu'il ne s'agira pas juste de faire un panorama de l'actualité, mais d'essayer d'expliquer une situation contrariante à laquelle je ne crois pas forcément, mais qui peut se produire. Et du coup, on va passer sans tarder sur le point de marché, hein, qui s'intitule, accrochez-vous bien, le CAC 40 à 10 000 points. Pourquoi est-ce que cela est possible? Alors, c'est un titre choc, hein. Le CAC 40 à 10 000 points, donc je rappelle qu'aujourd'hui, il est à 7 230 points, quelque chose comme ça. Le CAC 40 à 10 000 points, pourquoi est-ce que cela est possible? Alors, celles et ceux qui me connaissaient, vous savez que moi, je ne crois pas personnellement à un CAC à 10 000 points. Néanmoins, et c'est là où c'est important de poser le stylo et de réfléchir ensemble, euh, mon, il y a deux types d'investisseurs en réalité. Il y a les traders et il y a les investisseurs de long terme. Quand vous êtes trader, vous faites des paris, vous avez vos convictions et vous faites des paris. Quand vous êtes investisseur à long terme, vous devez faire des scénarios. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir des convictions, j'en ai des convictions, mais c'est important d'essayer de construire une stratégie qui permette de gagner sur le long terme dans quasiment tous les cas, toutes les situations, sans faire d'impasse. Un peu comme quand on passe un examen, on peut choisir de ne pas réviser certaines parties avec le risque que si ces parties tombent à l'examen, on plante l'examen. Quand on est investisseur sur le long terme et que l'on engage son patrimoine, on ne peut pas se permettre de jouer à la roulette russe. Et d'ailleurs, c'est tout le projet, hein, que j'ai décrit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, hein, qui consiste pour moi à devenir conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en investissement en gestion de patrimoine à partir du début de l'année 2024, c'est aussi d'avoir une, une véritable stratégie patrimoniale qui intègre aussi des scénarios auxquels je ne crois pas forcément, mais il faut les intégrer dans une stratégie patrimoniale. C'est beaucoup trop dangereux de faire un pari, de mettre tous ses œufs dans le même panier et de voir que finalement, la situation à laquelle on ne croit pas finit par se produire. Et là, en tant que conseiller, je suis obligé de voir toutes les situations. Et une des situations à laquelle je ne crois pas personnellement, c'est un marché action, le CAC 40, mais je parle aussi des autres indices, je parle du CAC 40 parce que la plupart des personnes, des investisseurs qui me suivent sont français ou investissent sur les marchés européens et les marchés français. Un CAC 40 à 10 000 points. Pourquoi cela est possible? Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu la situation, le scénario central. Alors pour moi, aujourd'hui, on a un scénario central qui est défavorable au marché action. N'en déplaise aux permaboules, aux docs de Bordeaux qui pensent que les marchés vont monter, on a un marché action, ça c'est factuel, qui est défavorable au marché action, avec euh, trois causes qui jouent contre le marché action. La première, c'est la situation géopolitique qui est dans une impasse, hein. La guerre entre Israël et le Hamas risque malheureusement de prendre beaucoup plus de temps que prévu. Euh, Conquérir une région, moi, j'ai pas trop de problèmes avec ça, hein. L'armée israélienne est pour moi la deuxième meilleure armée au monde, derrière l'armée américaine. Je pense qu'elle n'aura aucun problème à contrôler Gaza. En revanche, s'installer à Gaza et sécuriser la région sera beaucoup plus difficile. Et plus le nombre de morts palestiniens augmente, plus on va avoir un ressentiment de la population, je ne parle pas du Hamas, je parle de la population vis-à-vis des Israéliens. Et là, on risque d'avoir des attaques, etc., etc., et on risque d'avoir un enlisement de l'armée israélienne
à Gaza. Ça, c'est un vrai risque et on risque d'avoir une situation qui s'enlise, comme on a pu le voir avec les Américains en Irak, les Américains en Afghanistan, les Russes en Afghanistan avant, les Américains au Vietnam, etc. etc. Deuxième point, le conflit en Ukraine, qui rentre dans une guerre, une vraie guerre de position. Alors là, les Ukrainiens et les Russes revendiquent des percées, etc. Mais en réalité, le front est très figé. Alors les Ukrainiens revendiquent avoir franchi le Dniepr dans la zone de Kherson et de progresser. Les Russes revendiquent qu'ils avancent sur la région de Avdiivka, mais en réalité, c'est à la marge. C'est à la marge. Alors, les Ukrainiens ont pu installer une tête de pont, effectivement, dans l'est du Dniepr, mais c'est une zone marécageuse, sablonneuse. Ça va être compliqué, peut-être pour les Ukrainiens, d'installer vraiment toute leur armée, sans être sous le feu nourri des Russes. Pareil pour les Russes dans la région de Avdiivka. Alors, certes, ils avancent dans Avdiivka, mais ils sont soumis au feu nourri des Ukrainiens. Donc, on a une situation géopolitique avec deux conflits majeurs. Et ça, on n'a pas vu ça depuis très longtemps dans l'histoire. On a deux conflits majeurs, Russie-Ukraine. Donc l'un des deux protagonistes, la Russie, est quand même une puissance nucléaire. Et on a un deuxième conflit avec Israël face, certains diront face au Hamas, d'autres diront face aux Palestiniens. Mais on a aussi un autre conflit majeur au Proche-Orient. Et ça, évidemment, ce n'est pas c'est pas source de sérénité, on va dire. Ça, c'est le premier point. On a une situation géopolitique qui est quand même inquiétante. Le deuxième axe qui est quand même inquiétant aussi, ce sont des économies occidentales qui sont en train de ralentir. On a le nombre de faillites des petites et moyennes entreprises qui est en hausse exponentielle depuis plusieurs mois consécutifs maintenant. On a des chiffres, notamment des chiffres du PMI, qui confirment un très très net ralentissement, notamment en Europe et en France. Et enfin, le chômage, qui après avoir atteint un plancher, repart à la hausse, chose qui ne s'est plus vue depuis plus de 5 ans. Plusieurs secteurs, autrefois en pénurie, détruisent maintenant des emplois, notamment l'immobilier, mais à mon avis, l'immobilier risque d'être suivi par d'autres secteurs, comme par exemple le tourisme. Parce que si les gens ont des problèmes de pouvoir d'achat, le premier budget que les personnes vont tailler, ce sont ce qu'on appelle les dépenses de confort et en particulier le tourisme. Ça, c'est le deuxième point, moi, qui me rend pas spécialement optimiste pour les actions. Et enfin, troisième bloc, troisième chose qui ne me rend pas spécialement optimiste, c'est la fin du TINA. Alors le TINA, c'est There is no alternative sur les marchés actions européens et américains. Pendant plusieurs années, les personnes qui ne voyaient pas comment les marchés actions pouvaient monter, en face de ces personnes un peu pessimistes, les optimistes leur disaient oui, ok, les actions, c'est pas génial, c'est pas le nirvana, mais there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative aux actions. On avait des taux à 0%, etc., etc. Aujourd'hui, il y a deux alternatives crédibles au marché actions américain et européen. La première, c'est l'obligataire. Le marché obligataire représente une réelle alternative aux actions en matière de couple rendement-risque. Aujourd'hui, vous pouvez investir dans des produits structurés ou des fonds obligataires, des fonds datés, des fonds obligataires datés, FOD, avec un rendement de 5 à 6% sans risque de perte en capital. On parle quand même d'un rendement de 5 à 6% sans perte de risque en capital, alors que les dividendes distribués par les actions, c'est 2 à 3% avec un risque de perte en capital de 20 ou 30%. Donc là, il y a une réelle alternative au marché actions, ce sont les obligations via les produits structurés ou les fonds obligataires datés, que moi d'ailleurs, je propose en tant que conseiller en gestion de patrimoine, que je propose d'ailleurs depuis ces dernières semaines. J'ai beaucoup d'investisseurs qui me contactent pour que je leur ouvre que je leur fasse investir dans ces fonds obligataires datés. Puisque je suis agréé AMF, au moment où je vous parle, je suis agréé AMF, je suis autorisé par l'AMF pour placer de l'argent des investisseurs qui me font confiance. Et clairement, moi, j'annonce la couleur.
je suis très confortable avec les obligations datées et les produits structurés à capital garanti qui versent des rendements de 5 à 6% en plus potentiel. On a une vraie première alternative au marché action. La deuxième alternative, alors plus risquée, c'est que certains marchés internationaux, actions, comme le marché chinois, sont vraiment décotés. Il y a encore 3-4 ans, la bourse chinoise, par exemple, était à 21 000 points. C'était son record historique. Aujourd'hui, la bourse chinoise est à 11 800 points. La bourse chinoise a perdu 40% par rapport à ses plus hauts. Donc quand j'entends des gens me dire oui, LVMH va pulvériser des records historiques grâce à la croissance chinoise, moi j'ai quand même quelques doutes. Si LVMH va cartonner grâce à la croissance chinoise, comment se fait-il que les entreprises basées en Chine ne cartonnent pas plus que ça? Donc moi, si je devais parier sur la croissance chinoise, je préfère parier sur les entreprises chinoises que sur des entreprises françaises qui spéculent sur la Chine. Je préfère l'original à la copie. Et donc, on a une deuxième réelle alternative au marché action pour celles et ceux qui aiment prendre du risque, c'est le marché, par exemple, le marché chinois. On a énormément de marchés qui sont décotés des marchés actions par rapport au CAC 40. Et donc, aujourd'hui, donc effectivement, aujourd'hui, franchement, on ne peut plus justifier un CAC 40 qui continue à augmenter par le fait qu'il n'y a aucune alternative au marché action. Preuve, il y en a deux. Il y a les obligations au travers de fonds obligataires et de produits structurés, et on a des compartiments entiers de marché action d'autres pays que l'Europe. Hein, ou les États-Unis. On a le Brésil. Les actions brésiliennes ont aussi un vrai potentiel. Les actions sud-africaines, elles ont un potentiel. Les actions chinoises. Avec en plus un potentiel de croissance qui est un peu supérieur à la croissance française, par exemple. Donc clairement, il n'y a plus, on ne peut plus parler de TINA pour les marchés américains et les marchés européens. Donc ça, ce sont trois faits concrets, hein, qui sont démontrables mathématiquement, qui expliquent que pourquoi moi, personnellement, je ne crois pas au CAC 40 qui va battre record sur record. Néanmoins, moi, j'ai une approche d'investisseur. Hein, il ne faut pas être dogmatique quand on investit. Il ne faut pas investir avec le cœur. Il faut investir, il faut avoir la tête sur les épaules et voir tous les scénarios possibles. Aujourd'hui, c'est un fait, CAC 40, il est à 7002. Il a à peine eu le temps de descendre en dessous de 7000 qu'il est reparti au-dessus de 7000, alors qu'aucun problème n'a été résolu. Pourquoi? Et c'est là, en fait, où moi, je vais peut-être me distinguer peut-être de certaines personnes, de certains qui ont plus une vision trading, comme peut-être par exemple Philippe Béchade, qui ont plus une vision de trading, que je respecte énormément. Moi, les vidéos de Philippe Béchade, j'en rate pas une seule. Mais en tant que conseiller en investissement, en gestion de patrimoine, ce que je vais devenir, ce que je vais être, ça sera mon métier. Je ne peux pas à mes investisseurs dire bah si les marchés actions montent, bah, c'est des fous qui font monter les marchés. C'est important d'essayer de comprendre pourquoi le CAC 40 continue à monter. Et donc de se placer dans la peau de ce que j'appelle les dogs de Bordeaux qui font monter les actions. Alors, il y a deux cas, deux raisons qui peuvent expliquer que le CAC 40 puisse pulvériser ses records actuels et aller à 10 000 points. Je vais vous les expliquer. Alors, deux situations. Hein. Alors, la première raison, c'est le cas turc. C'est intéressant d'aller voir ce qui se passe en Turquie, hein, qui n'est pas très très loin qui n'est pas très très éloigné de la France. Qu'est-ce qu'on observe en Turquie depuis le début de l'année 2022? C'est qu'on a une véritable spirale inflationniste avec une croissance, avec une spirale, une boucle prix-profit. Ce n'est pas une boucle prix-salaire. Les salaires ne suivent pas l'inflation en Turquie. Par contre, on a des entreprises qui, à chaque fois, arrivent à répercuter, à faire passer toutes les hausses de prix sur les consommateurs. Notamment via les investissements étrangers. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'étrangers qui investissent en Turquie et qui donc poussent les entreprises à impacter, à faire passer l'inflation sur
les investisseurs, ce qui permet aux entreprises de voir leurs profits augmenter. Et là, vous pouvez aussi aller voir Richard Détente, qui fait de très belles vidéos, justement, qui parle un petit peu de la Turquie. Alors moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine, mais je ne suis pas spécialisé pour faire sortir l'argent de France dans d'autres pays. Ce n'est pas ma vocation. Moi, tous les investissements que je propose à mes investisseurs sont agréés, tamponnés AMF, sont en, en adéquation avec ce que propose le régulateur français, l'autorité des marchés financiers. Moi, je ne suis pas habilité, je suis clair avec vous, je ne suis pas habilité à vous ouvrir des comptes en Turquie, au Brésil, en Chine, en Inde, etc. Par contre, je peux vous ouvrir des comptes, je peux vous ouvrir je peux vous faire investir dans des solutions, dans des produits qui sont tamponnés, agréés AMF. Voilà. Donc, on voit ce qui se passe en Turquie. Regardez un peu la bourse turque. Hein. En 2022, la bourse turque était à peu près à peine 2000 points. Hein. Aujourd'hui, on est à 7800 points. La bourse turque a fait x4. Hein, elle a quadruplé en l'espace de 2 ans. C'est un peu comme si notre CAC 40 passait de 7500 points à 30 000 points. Donc, vous voyez, même 10 000 points, c'est rien du tout. Hein, 10 000. Donc, si le CAC turc se produit en Europe et en France, les 10 000 points pour le CAC, on peut les atteindre d'ici Noël. Hein. Voilà. Je force le trait, bien sûr, je fais de la provocation là, mais on peut le faire. On peut le faire parce que, voilà un petit exemple simple, hein. Qu'est-ce qu'une spirale prix-profit? On a une entreprise. Qu'est-ce qu'un indice? Un indice, la valeur d'un indice, là, ce n'est rien d'autre que la valeur des profits futurs actualisés. C'est-à-dire que on projette tous les profits futurs aujourd'hui. On essaye aujourd'hui de savoir quels seront les profits futurs. Donc là, on part d'un principe, vous avez une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 100. Elle dépense 80. Donc le profit, il est de 20. C'est tout bête, hein, c'est des soustractions. Imaginons que vous avez 100% d'inflation. Tout augmente de 100%. Les entreprises, et on le voit en Turquie, arrivent à faire passer les hausses de prix aux consommateurs. Donc le chiffre d'affaires de l'entreprise va passer de 100 à 200. Les dépenses, elles vont passer de 80 à 160. Mais le résultat en lire turque courante, il est de 40. Il n'est plus de 20, il est de 40. 200 moins 160, ça fait 40. Et c'est ce qui explique pourquoi on voit la hausse, l'envolée du marché financier turc. Donc, la Turquie rentre dans une spirale prix-profit. Ce qui permet justement aux gens de transférer des richesses. Hein. L'inflation n'est rien d'autre qu'un transfert de richesses des salariés, les fonctionnaires, les salariés, les retraités, donc des rentiers qui vont perdre en pouvoir d'achat. Et ces pertes de pouvoir d'achat des rentiers, des salariés, des fonctionnaires vont être récupérées par les entreprises qui, elles, profitent de l'inflation. C'est ce qu'on appelle une spirale, une boucle prix-profit, qui peut très très bien arriver. D'ailleurs, la gauche, l'extrême gauche en France, essaye un petit peu de dénoncer cela. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis que ça peut arriver. Et si ça arrivait, on pourrait très très bien avoir un CAC 40 qui suivrait la courbe, l'évolution de la bourse turque. Donc là, je vous montre hein, l'inflation en Turquie. Hein. Regardez l'effondrement de la lire turque. Hein. Regardez l'effondrement de la lire turque hein, qui est passé de 0,7. Il fallait 0,7 dollars pour acheter une lire turque. Aujourd'hui, 0, enfin, il faut une lire turque ne vaut plus que 0,03 dollars. Donc on voit la lire turque, elle est en train de littéralement s'effondrer. Hein, on a perdu quasiment plus de 90%. La lire turque a perdu quasiment 90% par rapport au dollar. Et sur un an, l'inflation en Turquie, hein, c'est le journal Le Monde, l'inflation en Turquie atteint 58,9% sur un an. Donc on a la population turque qui est en train de se faire laminer par l'inflation, mais on a des entreprises turques qui arrivent quand même à faire passer les hausses de prix sur leurs clients, et donc on voit la bourse turque qui augmente. Petit bémol quand même, c'est que en parité de pouvoir d'achat,
si on se ramène en lire turque constante, si on enlève la dépréciation de la lire turque, en réalité, la bourse turque, un investisseur qui a investi en Turquie aujourd'hui et qui vit en Turquie, en fait, il a quand même perdu en pouvoir d'achat. Moins que les fonctionnaires, mais il a quand même perdu en pouvoir d'achat. Donc attention, effectivement, on a eu l'illusion des indices, on a l'indice turc qui a augmenté, qui est passé de 1800 à 7008, c'est vrai, hein, il est passé de 1800 à 7008, donc il a fait x5, mais les prix enfin la monnaie turque, elle a perdu 90% de sa valeur. Donc, ça veut dire qu'un investisseur en lire turque, en, en parité de pouvoir d'achat, par rapport aux autres pays, il a quand même perdu du pouvoir d'achat malgré la hausse de la bourse turque. Voilà. Mais effectivement, si on regarde le CAC 40 en points, parce que le CAC 40, comme l'indice turc, il est libellé en points, en euros courants, pas en euros constants, en euros courants, donc qui suit l'inflation, ben on peut très très bien avoir un CAC 40 à 10 000 points avec une baguette de pain qui vaudrait 5 euros. Ça ne veut pas dire que le pouvoir d'achat des investisseurs sur le CAC 40 il a augmenté. Mais on peut très très bien avoir cette situation. Alors si cette situation se produit, il y aura un indicateur à suivre en priorité, enfin deux indicateurs. C'est l'euro-dollar. Si vous voyez le CAC 40 aller à 8 000, 9 000, 10 000 points et que l'euro s'effondre par rapport au dollar et aux autres devises, attention, ça veut dire qu'on est dans le cas turc. Deuxième indicateur à regarder, c'est le cours de l'or. Parce que vous pouvez très très bien avoir une hyperinflation qui s'installe aussi aux États-Unis. Finalement, votre euro-dollar, il ne va pas beaucoup bouger. Par contre, il faudra surveiller l'or libellé en dollars. Si vous voyez le CAC 40 commencer à déraper, à dériver à la hausse à 7005, 8000, 8005, et que vous voyez l'or exploser la zone des 2100 $, ça veut dire que, effectivement, le premier scénario prédit, pronostiqué par les docs de Bordeaux, c'est-à-dire une inflation, une boucle prix-profit, est en train de se mettre en œuvre. Voilà. Alors, il y a eu une spirale inflationniste dans les années 70, mais c'était plus une spirale prix-salaire. La hausse des prix obligeait les entreprises à impacter la hausse des prix sur les salaires, à augmenter les salaires. Et donc, en fait, ce qui servait d'ajustement, c'était les marges qui étaient constantes. C'est pour ça que la bourse, durant les années 70, elle n'a pas beaucoup augmenté. Elle n'a pas baissé, mais elle n'a pas beaucoup augmenté. Ce sont les salaires qui ont profité de l'inflation, les salariés. Aujourd'hui, on peut très très bien avoir une spirale, une boucle prix-profit. Et donc, effectivement, ça peut effectivement entraîner une envolée des indices boursiers alors que l'inflation n'est toujours pas vaincue. Pour cela, surveillez le prix de l'or. Si jamais la hausse des marchés actions est couplée à une hausse du prix de l'or au-dessus des 2100 $, ça veut dire qu'effectivement, on rentre dans une spirale prix-profit. Donc ça, c'est le premier cas qui peut justifier un CAC 40 à 10 000, voire même 15 000, 20 000 points. Ça, c'est tout à fait possible. On a maintenant un deuxième cas. Deuxième cas, c'est certes la croissance baisse, oui, mais moins vite que l'inflation. Alors là, je vous présente un historique, ce qui s'est passé. Alors là, je vais prendre l'exemple américain parce qu'on a des historiques américains. Ça, c'est la Fed de Saint-Louis. Ce sont la courbe bleue que vous voyez, ce sont les taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Donc vous voyez, hein, 98, on a de l'inflation, etc. La Fed monte ses taux à plus de 6%. Qu'est-ce qui se passe? Crack Internet. On a eu la crise Internet qui est liée à la hausse des taux parce que les entreprises de la nouvelle technologie ne pouvant plus se financer avec des taux à 5, 6, 7%, s'effondrent. Et donc on a un crack Internet. Le CAC 40 passe de 6900 à 2450 points, soit une baisse de moins 65%. Et là, on a la Banque centrale prise de panique, baisse les taux brutalement, ce qui malheureusement ne suffit pas à empêcher la récession. Hausse des taux d'intérêt, faillite en série, notamment sur les high-tech, baisse des marchés actions, récession, la Banque centrale baisse les taux,
trop tard, malheureusement, pour éviter la récession. La récession est matérialisée par cette barre noire, par cette barre grise que vous voyez là. Deuxième crise, 7 ans après, la crise de 2008. La croissance repart, la Fed remonte les taux, on dépasse les 5%. L'inflation commence à baisser, mais pas suffisamment vite. La croissance économique baisse beaucoup plus vite que l'inflation. Les ménages américains n'arrivent plus à payer leur crédit immobilier. Crise immobilière, crise des subprimes, faillite de Lehman Brothers, les marchés actions dégringolent, le CAC 40 passe de 6200 à 2400 points, soit une baisse de 60%. La Réserve fédérale baisse les taux rapidement, parfois même en dehors des séances, des réunions de la Réserve fédérale, en catastrophe. Malheureusement, pas assez vite pour éviter une grosse récession en 2008 et un effondrement des marchés actions. Troisième crise, la crise dite du Covid. La Réserve fédérale monte les taux progressivement, puisqu'on a une inflation qui commence à apparaître. Arrive la crise du Covid, la Réserve fédérale panique, elle essaye de baisser les taux, elle baisse les taux. Malheureusement, pas suffisamment vite pour empêcher une nouvelle récession et une baisse des marchés de 40%. Et là, on arrive en 2022, l'inflation redémarre, la croissance post-Covid redémarre, la Réserve fédérale monte les taux très fortement. Et là, évidemment, la question, c'est on va avoir un crack de quoi? Un crack Internet, crack des subprimes, crack du Covid, crack de quoi? Et c'est ce que finalement un esprit rationnel se dit. Il va forcément y avoir un crack. Les cycles se poursuivent, l'économie c'est cyclique, il va forcément y avoir un crack. Regardez, à chaque fois qu'on avait une envolée des taux, on a derrière un crack sur les marchés actions et une récession. Mais les docs de Bordeaux disent « Ah, cette fois-ci, ça sera différent. Cette fois-ci, ça sera différent. Mesdames et messieurs, ça sera différent. Le crack n'aura pas lieu. » Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Alors, dans l'esprit de ces permaboules, de ces investisseurs très optimistes qui pensent que cette fois-ci, ça sera différent. En fait, c'est quoi le pari de ces personnes-là, de ces investisseurs, de ces gérants? C'est que cette fois-ci, alors là, je vous ai mis, ça c'est le graphique de la Réserve fédérale, je vous ai mis l'évolution de la croissance et de l'inflation. Ce graphique-là, c'est l'évolution de la croissance et de l'inflation. Vous voyez la courbe orange, c'est la croissance. Donc vous voyez, en 2000, la croissance passe très en dessous de zéro. On a des taux de croissance de moins 2%. Crise de 2008, on est à moins 4%. Crise de 2020, pardon, la crise du Covid, on est à moins 5%. Et on voit l'inflation. Et on voit à chaque fois que finalement, l'inflation, certes, l'inflation souffre de la hausse des taux, mais moins que la croissance. Donc, ce qui explique pourquoi les marchés s'effondraient à chaque fois, c'est qu'en fait, les hausses de taux, certes, elles impactaient la croissance. On voit la courbe bleue qui baisse plusieurs fois en 2008, en 2000, mais moins que la croissance. Ce qui fait dire au doc de Bordeaux que, bah oui, les marchés actions ont beaucoup baissé, mais parce qu'en réalité, les hausses de taux, elles impactaient la croissance, mais beaucoup plus que l'inflation. Et là, le pari de ces optimistes sur les actions, c'est que cette fois-ci, l'inflation va être impactée beaucoup plus fortement que la croissance. Et là, donc ça, alors là, je vous mets dans le graphique ici, le graphique de droite. Donc ça, c'est l'historique de l'inflation et de la croissance. C'est un zoom, et ça, c'est ce que projettent les optimistes, les permaboules, les gérants actions de certaines compagnies d'assurance qui veulent croire au CAC 40 qui va battre les records. C'est ce qu'ils anticipent. Donc, ils disent, OK, cette fois-ci, ça sera différent. Ça sera différent. Pourquoi? Parce que oui, regardez, la croissance en orange, oui, elle baisse. On était à la sortie du Covid, on était à 6% de croissance, mais regardez, la croissance, elle est en train de baisser, mais on va avoir un atterrissage en douceur. La croissance va baisser, mais on va pas passer en récession. On va certes descendre, on sera à 1%, c'est pas terrible, etc. Mais la croissance va baisser beaucoup moins que l'inflation,
Et ce qu'anticipent certains gérants actions, certains docs de Bordeaux, c'est que la courbe bleue, qui est l'inflation va baisser plus fortement, plus vite que la croissance, et que en 2024-2025, on aura certes une croissance plus basse qu'aujourd'hui, mais on aura une inflation qui, elle, sera beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. Et donc, on aura une inversion, c'est-à-dire on aura une inflation qui va baisser et qui va passer en dessous de la croissance. Et ça, c'est un des paris que font les optimistes sur les marchés financiers. Et donc, forcément, si l'inflation baisse plus vite que la croissance, c'est pas forcément négatif. C'est pas forcément négatif. Donc, qu'est-ce qu'anticipent les optimistes sur les marchés actions? Et il faut les écouter. Il faut les écouter, même si on n'est pas d'accord avec eux. Il faut les écouter et avoir une petite oreille qui traîne. C'est que pour les optimistes, c'est qu'en fait, la croissance est en train de baisser à cause des taux élevés. Ça, personne ne peut le nier. Hein. Des hausses des taux à 5-6%, ça finit forcément par impacter la croissance. Mais l'inflation va souffrir beaucoup plus que la croissance. Et que pensent ces gérants actions? C'est qu'en réalité, la croissance va résister autant que possible. Elle va résister notamment grâce aux révolutions technologiques qui amènent des gains de productivité comme l'intelligence artificielle, la révolution spatiale, la révolution médicale. On commence à entendre parler de traitements contre le cancer, etc., etc. Et que cette hausse, cette révolution technologique qui entraîne une hausse de la productivité va permettre finalement d'empêcher la croissance de s'effondrer comme ce fut le cas en 2000, 2008 et 2020, que la croissance va certes diminuer pour descendre même à 1%, mais que l'inflation, elle, pour le coup, va vraiment baisser bien en dessous de 1%, ce qui permettra aux banques centrales de baisser les taux avant même que la croissance ne passe en territoire positif. Ce que le pari que font les gérants actions, enfin pas tous les gérants actions, mais certains gérants actions qui sont très positifs, c'est que, vous voyez là, la Réserve fédérale, c'est que les taux baissent parce que l'inflation s'est littéralement effondrée, c'est que la Réserve fédérale a vaincu son combat contre l'inflation, que les taux baissent suffisamment rapidement avant qu'une récession n'arrive. Et si les taux baissent suffisamment rapidement, les baisses des taux finiront par provoquer un choc à la hausse sur la croissance. Et donc, on évitera cette barre grise, on va pouvoir éviter une barre grise dans les prochains trimestres. Et ça, c'est le pari que font certains optimistes. C'est ce qui explique pourquoi on a un Dow Jones à 35 000 points, un CAC 40 au-dessus de 7 000 points. Parce que vous avez tout un tas d'investisseurs qui pensent que les hausses de taux qu'on a vues là n'auront pas trop d'impact sur la croissance. Alors, elles auront un impact, mais pas suffisamment pour entraîner une croissance en territoire négatif. Par contre, l'inflation va baisser suffisamment vite pour que les banques centrales baissent les taux avant que la croissance n'atteigne des niveaux problématiques. Donc voilà un petit peu les deux paris, les deux raisons qui poussent, qui poussent finalement certains investisseurs à croire que le CAC 40 pourrait aller à 10 000 points. Quand je dis 10 000, ça peut être 8 000, 10 000, 12 000, hein, mais que le marché va repartir à la hausse. Donc vous avez deux catégories d'investisseurs qui pensent que les marchés actions vont continuer à monter. Vous avez ceux qui pensent que tout ça, c'est du bluff, que de toute façon, les banques centrales, elles ont déjà perdu la bataille contre l'inflation et qu'elles vont laisser l'inflation filer un peu comme en Turquie. Et donc là, oui, vous pouvez avoir un CAC 40 à 10 000, 15 000 points. Vous aurez une baguette de pain à 10 euros, mais bon, mais vous aurez un CAC 40 à 10 000 ou 15 000 points. Premier cas. Deuxième cas, c'est que les banques centrales vont vaincre vont vaincre l'inflation et vont pouvoir baisser les taux, non pas en catastrophe comme ça a été le cas dans les années 2000, 2008 et 2020, mais baisser graduellement les taux avant que
la croissance ne finisse par passer en territoire négatif. C'est ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur. Et ça, c'est le pari optimiste de certains gérants actions. Alors moi, personnellement, je ne crois pas en l'imminence de l'un de ces scénarios. Moi, personnellement, ça serait trop facile, on va dire. Ça serait trop facile. Moi, je pense que l'économie va continuer à suivre des cycles qui alternent récession et croissance, avec une tendance de long terme haussière sur les marchés actions. Il n'y a pas de raison. Le marché actions sur du très long terme suit une trajectoire haussière, mais je n'exclus pas qu'on ait une très forte baisse sur les marchés actions. Quand je parle de très forte baisse, on peut très bien avoir une chute des marchés actions de 30, 40, 50, 60%. Surtout avec le niveau des taux actuels. Ça, voilà, ça, c'est ce que je crains. C'est ce que je crains. Mais c'est important en tant que conseiller en gestion de patrimoine d'intégrer le fait qu'il peut se passer un scénario contrariant auquel moi, je n'ai pas pensé. Et qu'on peut très bien avoir des marchés actions qui continuent à flamber, un CAC 40 qui explose ses records historiques, parce que justement, on a soit les banques centrales qui capitulent, qui laissent partir l'inflation, et là, on aura un CAC 40 à 10 000 avec une baguette de pain à 10 euros. Bon, en réalité, le CAC 40 a perdu, mais en valeur nominale, le CAC 40 a augmenté. Deuxième cas, ça c'est un cas génial, c'est le cas bisounours. On a vaincu l'inflation sans impacter la croissance, notamment via une révolution technologique. Ça, c'est super. Moi, honnêtement, je ne souhaite que ça à mes investisseurs. C'est top. Mais ce n'est pas forcément le cas le plus probable. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Toujours important d'avoir en tête des scénarios contrariants. C'est pour cela que pour mes investisseurs qui choisissent d'investir avec moi, alors je ne parle pas des investisseurs prudents. Les investisseurs prudents, vous voyez un petit peu mes scénarios, clairement, je ne vais pas les faire investir sur les marchés actions, très clairement. Par contre, j'ai des investisseurs qui ont un profil plutôt dynamique, plutôt preneur de risques, pour lesquels je vais quand même les faire investir un petit peu sur les marchés actions, parce qu'un investisseur qui a un profil un peu joueur, un peu dynamique, il m'en voudra si jamais le CAC 40 devait aller à 8000 points. Il va me dire, mais attends, moi, je n'ai pas peur de prendre du risque. Tu as investi tout mon argent dans des supports prudents, mais aujourd'hui, j'ai raté la hausse des actions. Et donc, évidemment, pour ce type d'investisseur, effectivement, je vais choisir de placer une partie de l'investissement sur les marchés actions pour profiter. Si jamais on a un cas un petit peu contrariant, comme je vous le dis là, un de ces deux cas contrariants, et que le CAC 40 part en exponentiel à 10 000 ou 15 000 points, bah, ça permet à ces investisseurs dynamiques de profiter de la hausse des marchés actions, des marchés boursiers. Donc voilà, donc ça c'est important, cette vidéo. Alors au-delà des spéculations sur le CAC 40, l'objectif de cette vidéo aussi, c'est de vous montrer la différence d'approche entre le trader, le spéculateur qui a une idée et qui va spéculer sur un scénario, et le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en investissement et en gestion de patrimoine, où l'objectif consiste à gagner sur le long terme, quel que soit le scénario, via une approche par scénario, justement. Et ça, c'est très important. C'est d'ailleurs ce qui me motive à vouloir devenir conseiller en gestion de patrimoine. C'est ça que j'aime dans la gestion de patrimoine. C'est pas le fait de faire des paris sur les marchés et de faire en sorte que mes investisseurs ils gagnent une fois sur deux. C'est pas ça. Ça, bon, ça c'est des paris de traders. Ça c'est bien, c'est bien, mais moi ça m'intéresse pas. Ce qui est super intéressant en gestion de patrimoine, c'est d'être capable finalement de faire en sorte que mes investisseurs se constituent un patrimoine sur le long terme, quel que soit le scénario des marchés financiers et immobiliers. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important, et je pense que comme on va avoir une économie des marchés qui vont suivre des évolutions de plus en plus erratiques, bah justement l'approche par
gestion de patrimoine, par diversification, par construction d'un portefeuille efficient, va devenir plus que nécessaire. Parce qu'on a à la fois des tensions géopolitiques, on a à la fois des marchés alternatifs aux actions qui prospèrent, on a à la fois une situation économique compliquée qui vont tirer les marchés à l'action à la baisse, mais on a aussi tout un tas d'investisseurs qui croient réellement au fait que les actions vont connaître une situation incroyablement haussière, optimiste, et qui pourrait entraîner les marchés actions à la hausse. Comme on le voit d'ailleurs en Turquie. En Turquie, c'est factuel, c'est vérifié, c'est démontré. Les marchés actions turcs connaissent des hausses records jamais vues durant ces 50 dernières années. Et entre les deux, il faut construire un portefeuille pour mes investisseurs qui permettent à ces derniers de gagner sur le long terme, quelle que soit la situation. Et ce sera d'ailleurs le cas, hein, je termine justement, l'objet de mon live du 30 novembre prochain à 20h. Notez cette date, le 30 novembre prochain à 20h, j'organise un live pour présenter ma nouvelle activité de conseiller en investissement et gestion de patrimoine que je vais démarrer à fond en 2024. Alors, au moment où je vous parle, il y a des personnes qui déjà me font confiance, pour qui je gère déjà des placements financiers, immobiliers, fiscaux. Mais à partir de 2024, je compte accélérer mon développement sur ce volet conseil en investissement et gestion de patrimoine. Donc, je vous expliquerai pourquoi je me lance dans ce métier, qu'est-ce que je peux apporter à mes clients, à mes investisseurs, qu'est-ce que je peux apporter, et pourquoi c'est très important aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, d'être accompagné par un conseiller en investissement et gestion de patrimoine. Et je vais vous expliquer ma démarche, comment je conçois la gestion de patrimoine, comment j'accompagne mes clients sur le terrain. Parce que vous verrez, un conseiller en gestion de patrimoine, il y en a plein. Par contre, des conseillers en gestion de patrimoine qui adoptent la démarche que je vais vous présenter lors du live du 30 novembre, il y en a très peu. Il y a une pénurie de conseillers en gestion de patrimoine qui suivent leurs clients sur le terrain, comme je le fais actuellement et comme je compte le faire encore plus en 2024. Donc le lien pour suivre la vidéo, il n'y a pas besoin de s'inscrire. C'est gratuit, bien sûr, il n'y a pas besoin de s'inscrire. C'est un lien, hein. Il suffira de cliquer si vous voulez suivre le live et poser vos questions en direct. Il suffira juste de cliquer sur le lien qui est présent ici, qui sera présent aussi en description de cette vidéo. Et évidemment, il y aura un replay. Donc voilà, les personnes qui ont des empêchements, qui ne peuvent pas assister au live, pourront le suivre en replay. Alors évidemment, ils ne pourront pas poser de questions, hein, sur le chat, puisque une fois que le live est passé, c'est compliqué de poser des questions. Mais ce live pourra être revu et revu. Il va rentrer parmi les vidéos YouTube. Donc voilà un petit peu pour ce point de marché, donc assez contrariant. Moi, vous connaissez ma position. J'arrive pas à être optimiste, honnêtement, à court terme en tout cas, sur les marchés actions. Très clairement, il y a tellement de vents contraires sur les marchés actions aujourd'hui, hein, que j'arrive pas à être optimiste. Mais je ne peux pas, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je ne peux pas faire, par exemple, voilà, comme des personnes que je respecte, que j'apprécie énormément, comme Philippe Béchat, je ne peux pas me contenter de dire les marchés augmentent, ouais, il y a un complot, il y a des manipulations de cours, etc. C'est difficile. Je ne peux pas expliquer ça à mes clients, à mes investisseurs, que les marchés ils font que monter parce qu'il y a juste des manipulations de cours. Il y a des raisons, parce que certaines personnes croient que un des deux scénarios que je vous ai présentés va se produire. Et c'est important justement de donner une probabilité à chacun de ces scénarios. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, voilà un petit peu pour cette vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne
une très très bonne journée, un bon week-end, un bon début de semaine. Et prenez bien soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous dis au 30 novembre, 20 h, pour mon live, pour vous présenter un petit peu mon activité de conseil en gestion de patrimoine et comment je conçois cette activité, comment je pratique cette activité qui est très différente que ce que vous pouvez voir en matière de gestion des investissements. Très, très différent. Pour vous donner juste un indice, j'aurai plus une démarche médicale inspirée de ce que font les médecins que ce que font la plupart des conseillers en investissement qui vous appellent et vous posent quelques questions avant de vous faire investir sur différents produits. Ce n'est pas du tout cette approche-là que j'aurai. Enfin, je vous présenterai ça plus en détail. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.